Les histoires suivantes sont vraies. Le 26 mai 2003, Aaron Ralston faisait de la randonnée. Un rocher est tombé sur sa main droite. Il a attendu des jours, puis il a amputé son propre bras avec son couteau de poche. Le soir du réveillon du Nouvel An, pendant qu'une femme faisait du saut à l'élastique au Zimbabwe, la corde s'est cassée. Elle est ensuite tombée dans une rivière et a dû nager vers la terre ferme, à travers les eaux infestées de crocodiles avec une clavicule cassée. Claire Chaplin a été frappée au visage par une pastèque de 5 livres de masse propulsée par une fronde. Matthew Brabus a été touché par un javelot. David a été frappé à la bouche par un kangourou. La partie la plus étonnante de ces histoires est que lorsqu'on leur a posé des questions sur l'expérience, ils ont tous souri, haussé les épaules et ont dit « Je suppose que les choses auraient pu être pires. Alors allez-y. Dites-moi que vous passez une mauvaise journée. Parlez-moi du trafic. Parlez-moi de votre patron. Parlez-moi de l'emploi que vous essayez de quitter depuis 40 ans. Dis-moi que le matin tu te réveilles dans une maison de la ville qui brûle jusqu'au sol. Dis-moi que le bouton snooze est un extincteur. Dis-moi que le réveil a volé ce sourire aux enfants. Dis-moi que tu es déjà fini à 7 h du matin et tu as un crash total de ta joie et de ton bonheur. Dites-moi combien sommes-nous bénis d'avoir une si petite tragédie qui peut même se tenir sur le bout de nos langues. Vous voyez, quand Evan a perdu ses jambes, il était sans voix. Quand ma cousine a été agressée, elle n'a pas parlé pendant 48 heures. Quand mon oncle a été assassiné, nous avons dû envoyer une équipe de recherche pour trouver la voix de mon père. La plupart des gens n'ont aucune idée que la tragédie et le silence ont exactement la même adresse. Lorsque votre journée est un musée de déception suspendu à des événements qui sont hors de votre contrôle. Lorsque vous vous retrouvez agité dans un océan de pourquoi cela m'arrive-t-il? Quand tu as l'impression que ton ange gardien a vu tout ça arriver, mais a juste décidé de ne rien te dire. Quand on a l'impression que Dieu est une babysitter, qui est toujours au téléphone avec cette autre impression qu'on a de se faire frapper dans l'ésophage par un gros coup de poing plein de vie. Quand on se dit chaque année, il y a trop de gens qui meurent de déshydratation et on s'en plaint. Et alors, peu importe si le verre est à moitié plein et à moitié vide, il y a de l'eau dans la tasse, bois cette merde et arrête de te plaindre. Tu vois le muscle est créé en soulevant à plusieurs reprises des choses qui ont été conçues pour nous alourdir. Alors quand vous avez cette sensation de lourdeur, tenez-vous droit, soulevez le menton, appelez cela de l'exercice. N'oubliez pas que la vie n'est pas un abonnement à un gymnase avec une politique d'annulation vraiment compliquée. Rappelez-vous que vous survivrez. Rappelez-vous que les choses pourraient être pires. Rappelez-vous qu'on ne nous donne jamais rien que nous ne puissions gérer. Quand le monde s'effondre autour de vous, vous devez regarder l'épave et en construire une nouvelle parmi toutes les pièces qui sont encore là. Souvenez-vous que vous êtes toujours là. Le cœur humain bat environ 4000 fois par heure. Et chaque pouls, chaque palpitation est un trophée gravé avec les mots « Vous êtes toujours en vie ». Vous êtes toujours en vie. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté et vous encouragera à faire une autre tâche, et une autre, et une autre. Et à la fin de la journée, cette tâche accomplie se sera transformée en plusieurs tâches terminées. Faire votre lit renforcera également le fait que les petites choses de la vie comptent. Si vous ne pouvez pas faire les petites choses correctement, vous ne pourrez jamais faire les grandes choses correctement. Et si par hasard vous avez une journée misérable, vous rentrerez chez vous dans un lit qui est déjà fait, que vous avez fait. Et un lit fait vous encourage à penser que demain sera meilleur. Pour réussir l'entraînement SEAL, il y a une série de longues nages à compléter. L'une est la nage de nuit. Avant que les moniteurs de natation informent joyeusement les élèves sur toutes les espèces de requins qui peuplent les eaux de San Clemente, ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été mangé par un requin. Du moins pas qu'il s'en souvienne. Mais on vous apprend également que si un requin commence à tourner autour de votre position, tenez-vous droit. Ne nagez pas. N'ayez pas peur. Et si le requin, affamé pour un goûter de minuit, se précipite vers vous, rassemblez toutes vos forces et donnez-lui un coup de poing dans le museau. Et il se retournera et nagera. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez terminer la nage, vous devrez vous en occuper. Donc si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant les requins. En quelques semaines d'entraînement difficile, ma classe SEAL, qui a débuté avec 150 hommes, n'était plus que de 42. Il y a maintenant 6 équipages de 7 hommes chacun. J'étais dans le bateau avec les grands, mais le meilleur équipage de bateau que nous avions était composé de petits gars. L'équipage du Munchkin, nous l'avons appelé. Personne ne mesurait plus d'1,50 m. L'équipage du bateau Munchkin avait un Amérindien,
un Afro-Américain, un Polonais américain, un Grec américain, un Italien américain et 2 gars coriaces du Midwest. Ils ont pagayé, couru, nagé et dépassé tous les autres équipages de bateaux. Les grands hommes des autres équipages de bateaux se moquaient toujours de la bonne humeur, des minuscules nageoires que les Munchkins mettent sur leurs tout petits pieds avant chaque baignade. Mais d'une manière ou d'une autre, ces petits gars de tous les coins de la nation dans le monde ont toujours le dernier mot, nageant plus vite que tout le monde et atteignant le rivage bien avant le reste d'entre nous. La formation SEAL a été un excellent égaliseur. Rien n'avait d'importance, mais votre volonté de réussir, pas votre couleur de peau et pas votre origine ethnique, pas votre éducation, pas votre statut social. Si vous voulez changer le monde, mesurez une personne à la taille de son cœur, et non à la taille de ses palmes de pied. La 9e semaine de formation est appelée Semaine de l'Enfer. Il s'agit de 6 jours sans sommeil, de harcèlement physique et mental constant, et d'une journée spéciale dans les vasières. Les vasières sont une zone entre San Diego et Tijuana, où l'eau agitée coule et crée les marécages de Tijuana. Un terrain marécageux où la boue vous engloutira. C'est le mercredi de la Semaine de l'Enfer. Avec une telle pagaie dans les vasières, passer les 15 heures suivantes à essayer de survivre à ce froid glacial, à ce vent hurlant et à la pression incessante des instructeurs pour qu'on abandonne. Alors que le soleil commençait à se coucher ce mercredi soir, ma classe d'entraînement ayant commis une infraction flagrante aux règles, a été ordonnée de se mettre dans la boue. La boue a consumé chaque homme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de visible, sauf nos têtes. Les instructeurs nous poussaient à l'abandon, en nous disant que nous pourrions quitter la boue si seulement 5 parmi nous abandonnent. Seulement 5 hommes et nous pourrions sortir de ce froid oppressant. En regardant autour de la vasière, il était évident que certains étudiants étaient sur le point d'abandonner. Il restait plus de 8 heures avant l'arrivée du soleil, jusqu'à 8 heures supplémentaires de froid glacial. Les claquements de dents et les gémissements frissonnants des stagiaires étaient si forts qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit. Et puis, une voix a commencé à résonner dans la nuit. Une voix élevée en chanson. La chanson était terriblement désaccordée, mais chantée avec beaucoup d'enthousiasme. Une voix est devenue 2, et 2 sont devenus 3, et avant longtemps, tout le monde dans la classe chantait. Les instructeurs nous ont menacés de passer plus de temps dans la boue si nous continuions à chanter, mais le chant persistait. Et d'une manière ou d'une autre, la boue semblait un peu plus chaude, et le vent un peu plus dompteur, et l'aube pas si loin. Si j'ai appris quelque chose de mon temps à parcourir le monde, c'est le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une seule personne. Cela peut être un George Washington, un Lincoln, le roi Mandela, et même une jeune fille du Pakistan, Malala. Une personne peut changer le monde en donnant de l'espoir aux autres. Donc si vous voulez changer le monde, commencez chaque journée avec une tâche accomplie. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie, respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous vous montrez à la hauteur des plus durs, si vous vous débarrassez des tyrans, si vous soulevez les opprimés et si vous n'abandonnez jamais, si vous faites ces choses, la prochaine génération et les générations suivantes vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui a commencé ici aura en effet changé le monde pour le mieux. J'ai dit, je ne peux pas bouger. J'ai dit, un choc traverse tout mon corps. Je ne sens rien, mec. Je me souviens encore du jour où j'étais dans la salle de cinéma pour regarder un film et que je regardais California Bears. L'entraîneur de mon arrière défensif, Larry Slade, est entré dans la salle. Il a dit, Inky Johnson, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Et j'ai laissé tomber le cliqueur et j'ai dit, Coach, qu'est-ce que c'est? Il a dit, fils, tu es projeté être un top 30. Il a dit, tout ce que tu as à faire est de jouer ces 10 prochains matchs de football. Tu es déjà un multimillionnaire en automatique. J'ai couru hors de la pièce, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère, ma grand-mère et j'ai dit, écoutez, après cette saison, nos vies sont sur le point de changer pour toujours. Et du peu, je savais que nos vies étaient vraiment sur le point de changer. Premier match, nous sommes sortis pour jouer contre les California Bears, j'ai eu une interception, nous l'avons arrêté, nous avons remporté la victoire. Deuxième match, nous jouons contre l'armée de l'air. Il y a ce joueur arrivé un peu plus tard dans le match. Il s'est retrouvé dans un combat de chien, pas prêt de plaquer comme je l'ai fait pour tout autre tacle. Et la façon dont je l'aborde, il a alors dit, je vais t'assommer. Tu vas m'assommer? Je pèse 165 livres en poids, je ne peux pas jouer avec cette personne. Mais au point de contact, quand j'ai frappé ce type, quelque chose de différent s'est produit, qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Je l'ai frappé et il me semblait que chaque respiration de mon corps était partie. Mon corps serait complètement mou, je suis tombé au sol, je me suis évanoui. J'ai regardé le médecin parce que je ne sentais pas mon bras droit. Les médecins m'ont stimulé avec toutes sortes d'aiguilles en disant « Inky, peux-tu sentir ça? Peux-tu ressentir cela ?» Malheureusement, je n'ai rien senti. Ils m'ont repris, ils ont fait les scanners, ils m'ont ramené dans ma chambre et je ne l'oublierai jamais.
En 15 secondes environ, j'étais allongé dans mon lit. Mon père est allé faire un pas, et il m'a regardé. Il a dit « Mon fils, je ne peux pas supporter cela. » Et il est sorti. Ma mère est entrée. Elle courait. Elle m'a embrassé sur le front. Elle a dit une prière et a dit « Tout ira bien. » Et elle s'est enfuie. Et dès que ma mère est sortie de la pièce, le médecin s'est précipité du côté opposé. Et il a dit « Hey, venez ici. Nous devons retourner précipitamment à la chirurgie d'urgence. Il est sur le point de mourir. » J'ai dit « Quoi ?» Ma mère vient de me dire que tout va bien se passer. Le médecin répondit « Mon fils, ce qui s'est passé, c'est que tu as éclaté une artère sous-clavière dans ta poitrine. Tu saignes en interne. Nous devons nous précipiter en arrière et retirer la veine principale de ta jambe gauche et la brancher dans ta poitrine afin de te sauver la vie. » Et quand je me suis réveillé de ma guérison, le même médecin se tenait au-dessus de moi en disant « Inky, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous. » J'ai dit « Oui, monsieur, vous avez de mauvaises nouvelles pour moi après nous avoir dit que j'étais sur le point de mourir. Je suis encore en vie. » Comment se fait-il qu'en tant que médecin, il soit toujours ici? Il a dit « La bonne nouvelle, mon fils, c'est que nous t'avons sauvé la vie. » J'ai dit « Merci, monsieur. » Il a ensuite dit « La mauvaise nouvelle, c'est que tu as des lésions nerveuses à l'épaule droite. Tu ne pourras probablement plus jamais jouer au football de ta vie. » J'ai dit « Docteur, pour ne pas vous manquer de respect, je suis à 8 matchs de la finale. Je travaille pour ça depuis que j'ai 7 ans. Docteur, il n'y a pas moyen. Dieu, pas maintenant. Permettez-moi de me rendre à la NFL pour aider ma famille en premier. Nous manquons de nourriture. » J'ai dit « Il n'y a pas moyen. Je n'ai jamais triché. Je ne me suis jamais trompé. J'ai tout donné et je l'ai respecté. Je n'ai jamais triché. Il n'y a aucun moyen que ma carrière soit terminée. J'ai dit « Envoyez-moi à la clinique Mayo. » Et après plusieurs visites, je n'oublierai jamais, c'est là que la réalité s'est installée. C'était moi, ma mère, mon père dans la pièce, et les médecins sont entrés et ils ont dit « Inky Johnson, écoute ça aujourd'hui. » Il a dit quelque chose que nous détestons te dire. Mais ton bras ne sera plus jamais le même. Ta main ne sera plus jamais la même. Fils, tu ne joueras plus jamais au football. Il a dit, fils, voici vos options de chirurgie. Nous pouvons retirer le muscle de l'arrière de votre jambe gauche, le gréver sur votre bras droit, mais il est possible que vous vous retrouviez avec la jambe gauche faible le long du reste de votre vie. Ou nous pouvons retirer un nerf de votre bras gauche, le rediriger vers votre poitrine et vers votre bras droit, mais il est possible que vous vous retrouviez avec des bras trop faibles pour le reste de votre vie. Ou nous pouvons retirer un nerf de votre côté gauche, le rediriger vers votre poitrine et vers votre bras droit, mais il est possible que vous ayez un problème respiratoire et que votre bras droit soit faible pour le reste de votre vie. Au fait, dites-nous l'option de votre choix le matin suivant. Et le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet du médecin. Ils ont dit, mon fils, quelle option as-tu choisi? J'ai dit, pour ne pas vous manquer de respect, je ne choisis aucune option. Ma situation est hors de votre contrôle. J'ai dit, pour ne pas vous manquer de respect, docteur, coupez là où vous devez me couper. J'ai dit, je sais que je vais sortir de cette situation, d'accord? Alors que je me tiens ici sur cette scène devant vous aujourd'hui, ils m'ont déjà opéré 6 fois le bas de ma cuisse gauche. Ils m'ont coupé 2 fois sur mon côté droit. Ils m'ont coupé 2 fois à travers mon pectoral droit. Ils m'ont coupé 1 fois sur le côté gauche de mon cou, 1 fois sur le côté droit de mon cou. Ils m'ont coupé du bas de mon aisselle jusqu'au bas de ma main et ils ont réussi à me couper. Ils ont dit, fils, tu vas rester dans cet hôpital pendant les 40 prochains jours. Je suis sorti de l'hôpital le 3e jour. Ils m'ont dit, tu as battu un record, comment tu fais? Et j'ai dit d'abord et avant tout ce que je veux que vous compreniez tous. Je ne laisserai jamais une circonstance ou une situation définir ma vie. Mais surtout, savez-vous ce que j'avais investi? J'avais une équité douce. J'ai travaillé toute ma vie. Et ce que je n'avais pas compris, c'est la détermination à poursuivre quelque chose, l'engagement. Et ce qu'est l'engagement, c'est de rester longtemps fidèle à ce que vous avez dit que vous alliez faire, même après que l'humeur dans laquelle vous vous êtes mis au départ soit partie. Vous voyez, les gens pensent que l'engagement, c'est dire « Oui, je le ferai les jours où je me sens bien ». Mais je me suis engagé dans tout ce que j'ai commencé dans ma vie, et je ne me suis jamais arrêté, et je n'ai jamais abandonné. Et donc, en m'engageant dans tout ce que j'ai commencé, je le finis. Cela permet de construire un certain type d'esprit, un certain type de mentalité, et un certain type d'individu. Et donc maintenant, je ne pourrais pas m'arrêter, même si je le voulais. Je ne pourrais pas m'allonger dans le lit, même si je le voulais. Je ne pourrais pas m'arrêter, même si je le voulais. J'avais trop d'équité douce dans ma vie. Et tout ce que je faisais... J'ai compris que le processus est plus important que le produit. Le produit n'était pas pour moi le résultat. Si j'arrive à aller à la NFL ou non, c'est sans importance. C'est certainement le plan de Dieu pour ma vie. Mais j'allais tomber amoureux de ce processus. Parce que je comprenais qu'en tombant amoureux de ce processus, cela allait me transformer en machine. Beaucoup de gens ont besoin d'un peu d'argent supplémentaire pour se motiver. Beaucoup de gens ont besoin, vous savez quoi qu'il en soit, d'un petit bonus pour se motiver. Je n'ai besoin de rien, mais juste de respirer dans mon corps et le souffle de vie. Et chaque jour, quand je me réveille, je comprends que j'ai 2 enfants qui dépendent de moi. Je comprends que j'ai une femme qui dépend de moi. Je comprends que j'ai un monde qui a besoin de moi. La raison pour laquelle je sors avec la passion et le zèle, c'est parce que je comprends que chaque jour de ma vie,
Si quelqu'un dans le monde dépend de moi, ce n'est peut-être pas vous, ou encore si cela ne concerne que vous seul, vous avez des problèmes, parce que laissez-moi vous dire, vous allez cogner quelque chose dans la vie qui va beaucoup vous endurcir, et ça va tester votre volonté, ça va tester votre cœur. Si c'est juste à propos de vous, juste à propos du produit, cette chose va vous écraser. Chaque jour quand je me lève, je comprends que quand quelqu'un dans un monde libre me regarde pour voir si je vais continuer à me battre, et donc je ne peux pas m'arrêter. Et donc je suis retourné à l'école la semaine suivante après qu'il venait de me sauver la vie. J'étais de retour en classe, j'ai dû réapprendre à écrire, réapprendre seul à recommencer, j'ai appris à nouer ma chaussure une fois de plus, j'ai dû réapprendre à me baigner. J'ai appris de nouveau à vivre la vie. Jamais une seule fois je n'ai dit « Laissez-moi rentrer chez moi, j'avais besoin d'une pause ». Vous voyez ce que nous devons comprendre à propos de tout dont nous faisons partie d'abord et avant tout, c'est que tout est une bénédiction de Dieu. Et quand c'est une bénédiction, vous ne pouvez pas vous empêcher de donner tout ce que vous avez. Ma vie est une aubaine, j'ai été épargné dans ma vie. J'ai failli mourir. Le médecin est venu me voir sur le terrain, il était sur un genou, il m'a pris dans ses bras et a dit « Mon fils, tu n'as pas de pause, je ne sais même pas comment tu vis encore !» La chose à propos de mon bras, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir mon bras. Ma blessure est visible. Mais il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui sont blessés. Et on ne peut pas voir cela. Et c'est interne. Et ainsi, les opportunités que nous laissons être une bénédiction pour d'autres personnes, nous pouvons leur laisser la vie en une seule rencontre. Et lors de ma dernière visite chez le médecin, ils sont venus me voir, ils ont dit « Désolé, Inky Johnson, vous ne pourrez plus jamais utiliser ce bras et cette main de votre vie. » J'ai dit « Pour ne pas vous manquer de respect, docteur, mais j'utiliserai ce bras et cette main tous les jours pour le reste de ma vie par la façon dont je vis ma vie. Chaque jour, je vais avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Chaque jour, je donnerai du pouvoir à quelqu'un. Chaque jour, je vais inspirer quelqu'un. Chaque jour, je vais rencontrer quelqu'un. » Les gens me demandent tout le temps quel est le secret de la réussite. Et je leur dis toujours que la version courte est que vous devez avoir un biceps de 22 pouces. Et que vous devez être capable de tuer des prédateurs à main nue. Et bien sûr, vous devez avoir ce charmant accent autrichien. Comme je l'ai dit, c'est la courte réponse donnée. La version longue est que j'ai toujours eu 5 règles. Vous n'avez pas besoin d'être un champion de culturisme. Vous n'avez même pas besoin d'être un héros d'action ou quelque chose comme ça. Si vous voulez exceller dans tout ce que vous faites, ces règles sont pour vous. Ma première règle est donc de trouver votre vision et de la suivre. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de vision, vous vous contenterez de dériver. Vous n'allez pas être heureux. J'ai grandi après la Seconde Guerre mondiale. L'Autriche et l'Allemagne ont perdu la Seconde Guerre mondiale. Il y avait bien sûr une dépression, il y avait une situation économique terrible. Je voulais sortir de là, je voulais m'échapper. Et heureusement, un jour à l'école, j'ai regardé le documentaire sur l'Amérique. Je savais exactement que c'était là que je voulais finir. La question était simplement, comment y arriver? Comment puis-je arriver en Amérique? Personne n'avait l'argent pour voyager ou quoi que ce soit. Mais, un jour, j'ai eu la chance de voir un magazine de culturisme. Et sur la couverture, il y avait ce type très musclé, Monsieur Univers, devenu l'étoile d'Hercule. Son nom était Rich Park. J'ai lu l'article aussi vite que possible, apprenant comment il a grandi pauvre à Leeds, en Angleterre, et comment il s'entraînait 5 heures par jour, chaque jour, et s'entraînait, 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 puis il est finalement devenu Monsieur Grande-Bretagne, puis est devenu Monsieur Univers. Ensuite, il remporte un 2e titre de Monsieur Univers, et le 3e titre. Et puis, tout d'un coup, il atterrit à Rome, en train de tourner des films d'Hercule. En lisant, je suis devenu de plus en plus certain que j'avais cette vision très clairement présentée pour être un champion, sur la même scène de Monsieur Univers. Et ensuite pour aller en Amérique, puis entrer dans les films. À partir de ce moment, sur tout ce que j'ai fait, peu importe combien je devais travailler, ou combien je devais lutter, cela n'avait pas d'importance, car je savais quel était le but et j'ai trouvé ma passion. Découvrez toujours votre vision, et le reste suivra. Maintenant, ma 2e règle est de ne jamais penser petit. Il faut aller chercher les étoiles. Je n'ai pas pensé à être dans les films, non, je voulais être une star de cinéma, je voulais avoir, au-dessus de tout, un grand titre, je voulais devenir l'acteur le mieux payé, je voulais essentiellement être un autre John Wayne. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Ne pensez jamais petit, visez toujours grand. La 3e règle est d'ignorer les opposants. Je pense qu'il est naturel que lorsque vous avez une grande vision et de grands rêves, et que vous avez de grands objectifs, les gens diront autour de vous, « Je ne pense pas que cela peut se faire. » Je pense que c'est impossible. Je veux dire, ça a commencé tout de suite quand j'avais 15 ans. Et je suis devenu bodybuilder. Juste après que cela se soit produit, j'ai dit « Je veux être un champion du monde de culturisme. Je veux être Monsieur Univers. » Ils ont immédiatement dit « Êtes-vous fou? Le culturisme est un sport américain. Oublie ça, ce n'est pas pour toi. » Et puis, j'ai voulu me lancer dans le show business.
Après avoir remporté 13 titres de champion du monde en culturisme, j'ai dit, je veux être comme Reg Park. Je veux être un Hercule, je veux me lancer dans les films. Eh bien, laissez-moi vous dire que lorsque j'ai rencontré ces agents et gestionnaires, leur réaction a été « Oh Arnold, tu es si drôle. Tu veux être quoi, un homme de premier plan? Oh allez. Tout d'abord, commençons par votre corps. Vous êtes gigantesque, vous êtes comme un monstre. Et puis, votre accent me donne des frissons, rien qu'en écoutant vos conneries allemandes. Allons. Maintenant, avez-vous déjà vu une star de cinéma international avec l'accent allemand? Ça n'arrive pas. Oublie ça. Et puis ton nom, qu'est-ce que c'est? Schwarzenegger ou quelque chose comme ça? Les gens vont prendre d'assaut la peur dans les salles de cinéma parce qu'un certain Schwarzenegger joue dans un film. Oh oui, je peux déjà le voir. Imaginez ça. Partout où je me tourne, ils disent non, cela n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, et puis oublie ça. Heureusement, je n'ai pas écouté tout cela. Au lieu de cela, j'ai commencé à prendre des cours d'acteur, des cours d'anglais, même des cours de suppression d'accent. J'ai passé des journées à répéter des lignes comme « a fine wine, rose and a bind », juste pour corriger mon accent. Tout d'un coup, j'ai eu un petit rôle. Tout à coup, j'ai eu une émission de télévision, une petite partie, puis une autre petite partie, puis j'ai avancé plus, tellement j'avais faim de réussir. Et puis bien sûr, j'ai décroché le grand rôle de Conan le Barbare. Alors finalement, j'ai eu le grand rôle. Et vous savez ce qui était si intéressant à ce sujet? Le réalisateur a dit lors de la conférence de presse que s'il n'avait pas eu Schwarzenegger, avec ses muscles, nous aurions dû en créer un. Et puis, quand j'ai fait Terminator, James Cameron a dit que I'll Be Back Breaker est devenu l'une des lignes de films les plus célèbres de l'histoire à cause de l'accent fou d'Arnold, parce qu'il sonnait comme une machine. Donc, comme vous voyez, tout ce que les opposants ont dit était un passif devenu un actif. Ignorez les opposants. La quatrième règle est de travailler sans relâche. Vous ne voulez jamais échouer parce que vous n'avez pas travaillé assez. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, aucune douleur, aucun gain. Écoutez, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me souviens que je m'entraînais 5 heures par jour, tous les jours, et que je dirigeais une entreprise de construction. J'étais maçon. Je suis allé à l'université aussi. Et j'ai pris des cours d'acteur de 8 heures du soir à minuit. Tous les jours, je faisais ça. Travailler sans relâche, c'est ce en quoi j'ai toujours cru. Peu importe ce que vous faites, travaillez assez. Ma cinquième et dernière règle est de ne pas simplement prendre, donner aussi quelque chose en retour. Démolissez ce miroir dans lequel vous vous regardez toujours, et vous pourrez regarder au-delà. Et vous verrez des millions et des millions de personnes qui ont besoin de votre aide. Et c'est pourquoi j'ai essayé de saisir toutes les occasions que je pouvais pour donner quelque chose en retour. J'ai commencé à entraîner des Olympiens spéciaux. J'ai lancé des programmes après l'école pour les enfants les plus vulnérables, pour les enfants des quartiers défavorisés, pour leur permettre de dire non à la drogue, non aux gangs et non à la violence. Nous pouvons tous créer des changements, que ce soit dans notre quartier, dans nos écoles locales, car en fin de compte, cela dépend de nous. Avoir une vision, voir grand, ignorer les opposants, travailler sans relâche et redonner et changer le monde. Parce que si ce n'est pas nous, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, quand?